Paragraphe 2. La délégation du pouvoir normatif par les actes législatifs. Le traité de Lisbonne a introduit dans le système de l'Union européenne un dispositif de législation déléguée. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit on considère que c'est une fonction législative déléguée, soit on considère que c'est une fonction à part, une fonction de délégation. Peu importe. Tout ce qui est sûr, c'est que l'article 290 TFUE nous dit qu'un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale ou qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif. Autrement dit, on a une nouvelle catégorie d'actes qui est créée. Aux actes législatifs que l'on a vus préalablement, eh bien, s'ajoutent des actes qui sont dits des actes de délégation. Alors, cette délégation consiste en réalité à confier ici à la Commission européenne un pouvoir, celui d'adopter des actes délégués. Alors, ce pouvoir est destiné à permettre évidemment la mise en œuvre des actes législatifs, et c'est la raison pour laquelle c'est le législateur de l'Union, donc le Parlement et le Conseil, qui décident ou non de confier cette délégation à la Commission européenne. La Commission européenne, qui est libre d'adopter à cet égard des actes délégués de son choix, mais dans le respect de la délégation, et en particulier dans le respect d'une règle, c'est-à-dire que les actes délégués ne pourront pas modifier les éléments ou ajouter des éléments essentiels à l'acte législatif. Alors la question s'est toujours posée de savoir ce qu'il fallait entendre par des éléments essentiels. Et la Cour de justice a ainsi pu à de multiples reprises nous expliquer que les éléments essentiels, ce sont ceux qui reflètent des choix politiques par les institutions européennes. Alors cette lecture politique laisse une certaine marge évidemment d'appréciation aux institutions sous le contrôle du juge. Alors c'est donc un élément déterminant, d'autant que ces actes délégués se sont beaucoup multipliés et pour accompagner la mise en œuvre d'actions et de politiques de l'Union européenne. Comment ça se passe ? Très simplement, c'est que dans un acte législatif dit de base, vous allez avoir une disposition qui prévoit la faculté pour la Commission européenne d'adopter des actes délégués sur tel ou tel point. La particularité de cela, c'est que la délégation, eh bien, elle est accordée, mais évidemment, à tout moment, le Parlement et le Conseil peuvent revenir sur cette délégation, peuvent choisir non seulement d'encadrer cette délégation, mais d'y mettre un terme. C'est au législateur, cependant, de fixer explicitement les conditions dans lesquelles la délégation est prévue, dans les conditions dans lesquelles elle peut la révoquer, dans les conditions dans lesquelles elle peut soumettre à une procédure particulière l'entrée en vigueur de l'acte délégué adopté par la Commission européenne. Ce faisant, on est donc dans un système qui se veut assez équilibré, puisque d'un côté, on respecte le rôle du législateur et l'acte législatif, de l'autre, on n'empêche pas quand même l'adoption d'actes qui sont nécessaires pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne, ce qui fait qu'on parvient à peu près à un équilibre institutionnel, même si la question fait l'objet de débats perpétuels entre notamment la Commission et les autres États membres. Reste enfin une ultime question, c'est celle de la possibilité de déléguer, le cas échéant, des pouvoirs à d'autres organes que la Commission européenne ou d'autres organismes. La question n'est pas évidente et d'ailleurs elle fait l'objet d'une longue jurisprudence, l'arrêt Meroni, affaire du 1958, affaire 956, mais c'est beaucoup plus récemment, dans un arrêt de principe que la Cour de justice est revenue un peu sur l'encadrement possible de la délégation d'un pouvoir normatif à un organe de l'Union européenne, ou un organisme de l'Union européenne, et c'est dans un arrêt dit AEMF, un arrêt de 2014, que la Cour de justice dresse donc les contours de la délégation aujourd'hui d'un pouvoir normatif à des organes ou des organismes de l'Union. À côté de cette fonction donc législative, qu'elle soit permettre l'adoption d'actes législatifs ou qu'elle soit déléguée et permettre l'adoption d'actes délégués, eh bien, il y a une autre fonction importante, section 2, la fonction exécutive.
À cet égard, le traité de Lisbonne a confirmé l'existence dans le cadre institutionnel de l'Union d'une fonction exécutive dont la teneur est explicitée par l'article cette fois 291 du traité FUE. Et ceci a été prévu dès le traité de Rome, c'est pas comme la délégation, même si il y a eu des révisions des dispositions du traité concernant cette exécution des actes de l'Union. Aujourd'hui, il est prévu, article 291 du traité FUE, que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires de droit interne pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union, donc premier paragraphe, et ensuite il est ajouté, par un second paragraphe de l'article 291, lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission européenne. Donc voilà ce qu'est l'exécution, avec une particularité, c'est qu'on a un cadre général, l'article 291, et qui va permettre à la Commission d'exercer un pouvoir d'exécution dans un cadre plus spécifique, celui de la comitologie. Voyons donc paragraphe 1, l'article 291 TFU. L'idée ici, c'est qu'en principe, il appartient à la Commission d'exercer le pouvoir d'exécution si des conditions uniformes de mise en œuvre des actes juridiques de l'Union sont nécessaires. Car l'article 291 rappelle une chose essentielle, c'est que, en principe, il revient aux États membres et aux administrations nationales, aux autorités nationales, de mettre en œuvre le droit de l'Union. Donc la principale compétence d'exécution revient aux États membres en réalité, ce qu'on a appelé aussi un fédéralisme d'exécution parfois. C'est les États membres avant tout qui sont chargés de la mise en œuvre du droit de l'Union et de son exécution. Dès lors, l'exécution, elle n'est confiée à la Commission européenne que dans certaines hypothèses, et le traité prévoit que c'est lorsque des conditions uniformes d'exécution sont nécessaires. C'est à partir de là que, effectivement, le législateur de l'Union peut décider de confier à la Commission ce pouvoir. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, dans l'acte législatif, il y a une disposition consacrée aux pouvoirs d'exécution qui sont conférés à la Commission, et on va identifier sur quel point la Commission dispose d'un pouvoir d'exécution. Et là encore, attention, parce que l'article 291 ne préjuge pas une chose, c'est le fait que ce pouvoir d'exécution puisse être, le cas échéant, eh bien, partagé avec d'autres organes ou organismes de l'Union. Et on retrouve encore une fois l'arrêt AEMF qu'on a évoqué tout à l'heure, l'affaire C-270-12, qui explique bien que le législateur de l'Union peut aussi confier cette exécution, non pas à la Commission, mais aussi à un organe ou un organisme de l'Union. Et donc on peut envisager très bien, par exemple, une agence de l'Union européenne qui soit dotée, dans certaines mesures, d'un pouvoir d'exécution, ceci devant être expressément prévu par l'acte législatif et, le cas échéant, soumis au contrôle de la Cour de justice, d'autant que la délégation doit être encadrée, doit respecter un certain nombre de conditions qui sont celles de l'arrêt Meroni qu'on a déjà évoqué, qu'on a déjà mis en évidence. Voilà donc ici la fonction d'exécution telle qu'elle est envisagée par l'article 291, mais elle doit se faire, paragraphe 2, dans un encadrement dit comitologique. Comitologique, pourquoi? Parce que là, et aussi on voit la spécificité de l'Union européenne, de ce cadre institutionnel, c'est l'idée que si des conditions uniformes d'exécution sont nécessaires, c'est à la Commission d'adopter les actes d'exécution. Oui, mais les États membres n'ont pas nécessairement envie de perdre toute mainmise sur l'acte d'exécution d'un acte législatif adopté par le Conseil. Et le Parlement européen non plus. Il est donc apparu en pratique, et ça date des années 60, un système dit de comité. Et plus particulièrement, c'était dans la mise en œuvre des règlements portant organisation commune de marché en matière de politique agricole commune. La Commission avait donc décidé d'exercer son pouvoir d'exécution en matière agricole avec l'aide de comités composés de représentants des États membres. Grosso modo, des représentants du ministère de l'Agriculture des États membres. Et la question s'est posée de savoir si un tel système correspondait à respecter les traités.
La Cour de justice a validé un tel système dans l'arrêt Custer de 1970, une affaire 2570, en disant que oui, la Commission peut, dans l'exercice de son pouvoir d'exécution, décider de recourir, le cas échéant, à des comités. Et la pratique s'est développée spontanément, avant d'être encadrée, sur le fondement du traité CE, par une première décision dite comitologie en 1987. Autrement dit, on encadrait l'exercice des compétences d'exécution par la Commission européenne. Plus précisément, la Commission adoptait des actes pour exécuter les règlements, les directives, etc., après avis donné par un comité. Et on avait poussé le système jusqu'à avoir des différentes procédures avec des avis liant plus ou moins la Commission européenne. Et en cas de désaccord entre le comité et la Commission, la possibilité d'évoquer la question devant le Conseil. Le problème, c'est que lorsque le Parlement européen a commencé à co-légiférer, il a entendu lui aussi s'intéresser à la comitologie. Et c'était après le traité de Maastricht. Et donc des tensions sont apparues assez fortes entre le Parlement et le Conseil et la Commission pour permettre l'implication ou non du Parlement dans ce système de comitologie, à un moment où ce système montre aussi ses limites, puisqu'en 1997, la crise de la vache folle s'est aussi expliquée, du moins est-ce la conclusion de la commission d'enquête du Parlement européen, c'est aussi expliqué par le dysfonctionnement des comités alors en charge des questions vétérinaires. En droit positif, on a gardé ce système de comitologie. On a fait mieux, on l'a même reconsacré par le traité, et surtout, on prévoit que le Parlement et le Conseil peuvent encadrer les modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission. C'est aujourd'hui l'objet du règlement du 182/2011. Donc on maintient l'idée ici que des comités composés de représentants des États membres peuvent donner des avis sur des actes d'exécution qui sont proposés par la Commission européenne. Et c'est au terme de deux procédures, une procédure dite d'examen et une procédure dite consultative. Bien entendu, la procédure consultative lie moins la Commission que la procédure d'examen, qui, en cas d'avis défavorable, peut conduire en réalité à une saisine d'un comité d'appel, et in fine, la question pourrait être tranchée par le Conseil. Donc on a ce système de comitologie qui s'est développé. C'est une question à la fois importante d'un point de vue technique, parce que les actes d'exécution comportent des précisions qui sont déterminantes pour assurer l'effectivité des actes législatifs. Mais comme c'est technique, ça pose aussi un problème politique, parce que certains ont tendance à considérer que finalement ça contribue à faire du droit de l'Union un droit technocratique, etc. On dilue les responsabilités, la Commission prend des actes sur des questions qui, en réalité, ne sont pas uniquement techniques mais politiques, etc., etc. La seule chose qu'on peut dire, c'est que, en tout état de cause, la Cour de justice est compétente pour connaître à la fois du choix de la procédure de comitologie par le législateur et à la fois des actes d'exécution adoptés dans un cadre comitologique par la Commission européenne. Donc on a ici un cadre législatif fixé par le Parlement et le Conseil par le règlement de 2011, qui est relayé par une jurisprudence et un contrôle du juge sur ces questions. Voilà donc pour les aspects qui correspondent à l'exercice d'un pouvoir qu'on va dire normatif. Maintenant, on va voir chapitre 3, un autre pouvoir important, le pouvoir budgétaire. Chapitre 3, donc le pouvoir budgétaire, puisque l'Union est dotée d'un budget qui est adopté selon les conditions fixées par le titre 2, portant dispositions financières de la 6e partie du traité FE. On a un budget alimenté par des ressources propres, établi certes annuellement, mais dans un cadre financier pluriannuel. Et ce budget est exécuté par la Commission européenne en coopération avec les États membres.
on voit ici se former un véritable droit budgétaire de l'Union européenne, dans lequel le budget est adopté et exécuté dans un cadre. Vous voyez donc d'abord, section 1, le cadre du budget. Ce cadre, il se compose, paragraphe 1, d'une décision portant ressources propres. Selon l'article 311 du traité FUE, l'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques. La disposition ajoute que, sans préjudice des autres recettes, le budget est intégralement financé par des ressources propres. Et cette décision ressources propres, elle est prise selon une procédure législative spéciale qui fixe donc la façon dont on va financer le budget de l'Union européenne. Alors la question est apparue d'abord en pratique, avant d'être formalisée par le traité, et en droit positif, c'est l'article 311 du traité FUE, qui, sans définir la notion de ressources propres, dresse la procédure législative spéciale en vertu de laquelle le Conseil, à l'unanimité après consultation du Parlement européen, approuve une décision ressources propres dont l'entrée en vigueur est tributaire de son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Alors s'il n'y a pas de définition de la notion de ressources propres, dans la décision en droit positif, la décision de 2014, du 26 mai 2014, on va trouver trois catégories de ressources propres. D'abord, les ressources propres traditionnelles. Par exemple, les droits correspondant à la perception du tarif douanier unique pour les échanges avec les pays tiers. Ou encore les droits perçus sur le sucre. En deuxième lieu, on va trouver une ressource propre TVA. En réalité, on a la TVA dans tous les États qui est harmonisée par le droit de l'Union, et une partie de la TVA revient, une partie assez limitée, au maximum 0,30% de la TVA, revient au budget de l'Union. On a ensuite une ressource dite RNB, Revenu National Brut. Ici, ce sont les États qui versent un prélèvement correspondant à leur revenu national brut à l'Union européenne. Enfin, le budget ressources propres peut comporter également de nouvelles taxes qui seraient instituées dans le cadre d'une politique commune. Oui, effectivement, si on le décide, mais il faut le décider selon une procédure particulière, certaines taxes nouvelles, pourraient dans un domaine donné, alimenter le budget de l'Union européenne. C'est ainsi qu'on a réfléchi à la taxe sur les transactions financières. Alors le problème de ce budget est que derrière l'appellation ressources propres, des ressources qui appartiennent à l'Union européenne, indépendamment de la volonté de l'État, on voit que malgré tout, une grande partie des ressources, en réalité la ressource RNB, provient des États membres. Et ce sont donc des transferts d'États membres. Ce qui pose une difficulté parce que certains États membres se plaignent de ces transferts. Alors, le cas le plus paroxystique est celui du Royaume-Uni, I want my money back. Madame Thatcher qui tape du poing sur la table pour récupérer une partie de sa contribution, et on voit à quel point, pendant le Brexit, la campagne a été marquée par des propos reconnus par les auteurs mêmes de ces propos, les Brexiteurs, comme étant totalement faux sur l'économie que représenterait le Brexit pour les Britanniques, alors même qu'ils avaient obtenu depuis longtemps un régime particulier. Et les Britanniques ne sont pas les seuls, la plupart des États se plaignent de ce qu'ils contribuent trop à l'Union européenne, et donc veulent limiter ces ressources propres. Ce qui explique d'ailleurs que le budget de l'Union européenne soit limité à 1% du PIB de l'Union européenne, de tout l'ensemble des États membres. C'est rien. Aux États-Unis, on est au-delà de 25 pour l'ensemble de la fédération. Et ceci s'explique parce que vous avez, paragraphe 2, un cadre financier pluriannuel. Le cadre financier, c'est l'idée qu'il y a des perspectives financières. C'est un peu l'idée de Delors, c'est-à-dire qu'on va envisager les choses sur un moyen long terme, sur des périodes qui se sont succédées depuis 1988 avec Delors, pour encadrer en réalité l'évolution budgétaire européenne et la maintenir sous une certaine maîtrise. Donc aujourd'hui, en droit positif, avec le traité de Lisbonne, l'article 312 TFUE consacre ce cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire que le budget annuel de l'Union doit respecter ce cadre, qui est établi au moins pour 5 ans.
et qui permettent donc ici d'assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union, en respectant les ressources propres. Voilà comment ça fonctionne en droit positif. C'est donc pour la période 2014-2020, le règlement 1311-2013 qui fixe le cadre financier pluriannuel et qui a limité le plafond des ressources propres en pourcentage de revenu national brut à 1,23%. En réalité, on est plus proche de 1%. Puisque le montant total du budget sur la période 2014-2020 s'élève à un peu plus de 960 000 milliards d'euros, ce qui est faible par rapport à la proportion qui existe dans d'autres États fédéraux, comme je le dis, le Canada ou les États-Unis. De sorte que l'Union européenne ne dispose pas des moyens de mener une véritable politique budgétaire, que ce soit pour l'allocation des ressources, la redistribution des revenus ou la stabilisation de la conjoncture. Pour le reste, le budget va retracer dans le cadre des perspectives financières, le cadre financier pluriannuel, certaines priorités qui vont s'exprimer. Et on trouve par exemple dans la perspective actuelle un premier poste de dépenses essentielles sur la croissance intelligente et inclusive et un second poste sur la croissance durable. Et voilà comment le budget ensuite fonctionne. Il fonctionne ainsi également parce qu'il est complété par deux autres types de dispositifs. Paragraphe 3, donc le règlement financier et l'accord interinstitutionnel. L'Union européenne dispose d'un règlement financier qui est adopté par le législateur et qui détermine les principes et les procédures qui régissent l'établissement et l'exécution du budget, ainsi que la vérification des différents comptes, notamment avec l'intervention de la Cour des comptes européenne. On a donc ici, en quelque sorte, le règlement financier qui détermine les principes budgétaires auxquels doit répondre l'Union européenne. Les grands principes, l'unité, la vérité budgétaire, l'annualité, l'équilibre, par exemple, l'universalité, la spécialité, ce sont là des grands principes de l'unité. Ces principes sont explicités par le règlement financier qui les décortique et permet donc d'encadrer au mieux la question de l'adoption du budget et de son exécution. Le tout étant complété par un accord interinstitutionnel conclu entre les trois institutions qui interviennent dans la fonction budgétaire, les deux qui en sont les titulaires, le Parlement et le Conseil, et la Commission européenne, qui là encore joue un rôle important, notamment en termes d'initiative. C'est donc dans ce cadre général, qu'il soit fixé par le droit primaire ou le droit dérivé, que le budget de l'Union européenne est adopté.